Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de l'organisation d'intérieur, donc pro et personnel. Bon, j'ai fait une approche à la fois sur l'organisation de la maison et ensuite un focus plus sur le bureau. Alors, le bureau qu'on peut aménager en temps de confinement et de télétravail et en temps normal. Et une réflexion aussi sur comment on peut repenser, revisiter son ou ses bureaux en entreprise quand on sortira du confinement. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, alors attendez, j'ai un truc qui me gêne. Attendez, je passe en diaporama, excusez-moi. Mon métier, c'est de créer des espaces de vie personnels et professionnels harmonieux par le biais de prestations d'organisation d'intérieur et de rééquilibrage énergétique de lieux et des conseils Feng Shui. L'objectif, c'est de permettre aux particuliers, aux entreprises, que ce soit les collaborateurs, les clients, d'évoluer dans un environnement équilibré et ressourçant qui pourra permettre l'émergence du bien-être, de l'écoute, de l'efficacité. Si on a un lieu ressource, on peut recharger nos batteries plus facilement. Alors, un focus sur ce qu'est l'organisation d'intérieur et d'où ça vient. Donc, c'est un nouveau concept en France, parce qu'il existe depuis, je crois, une dizaine d'années aux États-Unis. Donc, pareil, c'est un concept américain et au Canada aussi, c'est assez répandu. Et le fil conducteur, c'est de désencombrer, ranger, optimiser les espaces globaux, que ce soit la maison ou les bureaux, et optimiser les rangements. Le but, c'est de libérer l'esprit, donc libérer la charge mentale et permettre à l'énergie de circuler plus librement. Donc, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. J'ai cité deux articles de presse qui m'ont le plus touchée et qui illustrent bien ce que ça représente pour moi, l'organisation d'intérieur et les intérêts. Donc, Femme actuelle, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, un article de Femme actuelle. En ayant une maison bien organisée, on perd moins de temps à la ranger, on ne perd plus ses affaires, on retrouve sa sérénité et on a beaucoup plus de temps à consacrer à ses amis, à ses enfants. Et ça, je pense que c'est ce qui nous motive tous. Ensuite, j'avais relevé il y a quelque temps un article du Figaro et c'était l'avis d'une psychanalyste. Donc, je trouvais ça intéressant aussi d'avoir ce point de vue. Les objets ne sont pas juste des choses, mais un ensemble d'énergies. Si vous rassemblez autour de vous des énergies qui vous correspondent, votre maison sera alors à votre image. À l'inverse, l'accumulation d'objets inutiles, anciens, que l'on n'a pas vraiment choisi. Des fois, on nous offre des objets ou on nous a offert des objets qu'on n'aime vraiment pas et qui, du coup, sont pas porteurs de la bonne énergie pour nous. Et du coup, ça peut créer un conflit entre ce que nous sommes, nos aspirations, nos valeurs et notre environnement. Alors, j'ai aussi relevé le premier livre que j'ai lu sur l'organisation d'intérieur. Alors, c'est Alexandra Virag, l'auteur. Elle est, je ne sais plus si elle est suisse ou belge. Et donc, elle est spécialiste en Feng Shui, Vastu Shastra et dans les méthodes de rangement. Et ce livre, il est très simple et il permet vraiment de démarrer une démarche facilement. Et c'est par là que j'ai démarré, en fait. Je trouve intéressant de vous le proposer. Et après, il y a d'autres méthodes. On parle beaucoup de la méthode KonMari, c'est une asiatique. Elle a une émission sur Netflix. C'est pareil, ça peut donner des idées intéressantes et donner une impulsion. Et du coup, j'ai pratiqué en fait sur la base de ce livre et après, je me suis formée par le biais du campus Médicis qui est basé sur Paris. Alors, j'ai un truc qui me gêne. Alors, si je vous montre ces images, qu'est-ce que vous ressentez quand vous rentrez dans une pièce encombrée? Bon là, il y en a une qui est un peu exagérée, mais parfois on n'est pas loin de ça.
J'aimerais bien avoir voilà, le type de sensation ou de sentiment que vous pouvez recevoir dans ce cas-là, en rentrant dans une pièce de ce type. Alors, si vous pouvez mettre quelques mots sur le chat. Il y a encore un pas à faire, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un pas à faire, Assois. J'arrive pas à attraper le chat. Oui, assois. Moi, je vois pas si vous avez des réactions. Du coup, je continue. On en parlera tout à l'heure. En bas, tu as conversé, il faut cliquer dessus. Ouais, mais je le vois pas. Attends. Tu as une fenêtre qui va. Ah oui. Joli. Mal à l'aise, oppressé. Ça peut ressembler à mon bureau après une semaine d'absence. Ok. Donc, effectivement, c'est bien ce type de… J'arrive pas à revenir sur mon… Ah si. Alors, que se passe-t-il pour la plupart d'entre nous quand nos placards, nos bureaux, étagères sont encombrés? Ben voilà, on a la sensation d'être oppressé. On peut ressentir un sentiment de lassitude, de découragement. On peut avoir la sensation d'être vidé en entrant dans une pièce de ce type. Après, de manière un peu plus concrète, on va perdre beaucoup de temps à chercher des objets ou des dossiers. Du coup, on va avoir l'esprit pollué par un flot de questions. Et ça contribue à la charge mentale. Hein. Par exemple, quelqu'un qui perd toujours ses clés parce qu'elles ne sont jamais posées au bon endroit, elle va s'énerver sur ça un peu chaque jour. Alors, soit elle s'énerve sur elle, ou soit elle s'énerve sur les autres membres de la famille. Donc, c'est négatif à la fois pour soi et à la fois pour son environnement proche. Donc, en résumé, ce type de problématique entraîne une perte de temps, d'efficacité et une difficulté à se ressourcer car l'environnement n'est pas agréable. Dans un environnement de ce type, on ne ressent pas le besoin et pas l'envie surtout de se poser tranquillement dans un fauteuil et de prendre le temps de respirer, de se reposer quelques minutes. On ne le fait pas. Donc, du coup, on perd le bénéfice du lieu ressource. Alors, j'ai cité une phrase qui me plaît beaucoup et qui illustre vraiment ce besoin de désencombrer et de ranger au quotidien. C'est: le désordre est à la maison ou au bureau ce que la charge mentale est à l'individu. Donc, au même titre qu'on va se sentir oppressé par la charge mentale qu'on peut vivre de par la surcharge de notre activité professionnelle, de la gestion du quotidien, et bien, le fait de rentrer dans des lieux de vie qui sont mal rangés, qui sont complètement encombrés. Alors, plus ou moins, on est d'accord, hein, on ne vit pas heureusement dans des endroits comme je vous ai montré, mais après, ça peut être que des zones qui sont entre guillemets polluées et qui vont poser problème. Et ben, ça va amener, à terme, ça peut amener vraiment les mêmes sensations que la charge mentale. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux et un mal-être qu'on peut facilement changer. Donc là, je vous propose des photos de pièces bien organisées. Et donc un hall d'entrée. Alors le hall d'entrée, on en a de moins en moins dans nos maisons, mais il a tout son intérêt parce que c'est le sas entre l'extérieur et l'intérieur. Donc c'est très important de réfléchir à cette pièce. Pour moi, c'est une pièce à proprement parler. Donc si on n'a pas la place ou pas l'agencement pour le faire, on peut réfléchir à délimiter cette zone par un tapis, par des objets, et pour laisser en entrant dans la maison ce qui vient de l'extérieur et ce dont on n'a plus besoin à l'intérieur. Et là, je vous ai présenté une photo d'un bureau bien organisé pour voir un peu ce que vous pouvez ressentir de différent par rapport aux deux premières photos. Donc, si certaines personnes veulent exprimer ce qu'elles
ce qu'elles ressentent à la vue de ces images ou ce qu'elles pourraient ressentir dans des pièces de ce type. Ok, sérénité, la sérénité revient. Sérénité focus. Légèreté, envie de s'installer. Ouais, du coup, on a envie de s'installer et de produire, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est sur un bureau surchargé. Ouais, plaisir aussi. Plaisir de faire ce qu'on a à faire dans un environnement épuré. Trop de perfection dans le rangement me dérange. D'accord, on en parlera tout à l'heure, c'est intéressant. Et clarté, ok. Ouais, donc la clarté du bureau, ça peut aider à la clarté de l'esprit pour les moments où on a à produire au niveau professionnel ou personnel. Très bonne réflexion sur le hall d'entrée, c'est la première impression qu'on va avoir d'un lieu. Oui, effectivement. Et plus est dans un espace de coworking d'avocats, enfin, au tout lieu accueillant du public. Ok, donc du coup, je poursuis. Non, il y a un temps d'attente. Donc, qu'est-ce que ça apporte une maison bien ordonnée et un bureau bien rangé? Donc, un gain de temps, ça c'est évident. On va arrêter de chercher des objets ou des dossiers. On aura une meilleure capacité à agir et une meilleure efficacité. On pourra bénéficier des bienfaits d'un lieu ressourçant. Et du coup, je crois que j'ai. Ouais. Et du coup, on pourra aussi, alors le fait d'enclencher une démarche de désencombrement et de réorganisation, ça peut nous amener à ajuster ou à réajuster notre rapport à la consommation. Moi, j'aime bien débuter la démarche par une réflexion sur le sujet. On en parlera un peu plus loin. Donc, j'ai fait un petit clin d'œil au feng shui là, par rapport au désordre. Et j'ai trouvé cette citation il y a peu de temps et elle m'a fait assez rire parce que bon, elle est assez rude, mais elle est assez parlante. Il est important d'éliminer le bric-à-brac pour débuter une étape de purification de l'espace et d'harmonisation des énergies d'un lieu. L'énergie qui stagne dans le fouillis peut se comparer à l'eau d'une mare croupie, qui verdit et finit par devenir nauséabonde. Bon, c'est un peu extrême, mais effectivement, des lieux de vie où on retrouve des tas de linge, où il y a trop d'objets, où ça déborde d'objets, il y a vraiment une sensation de mal-être qui peut régner dans le lieu et du coup les personnes qui y vivent ne s'en rendent même plus compte. Bon, moi du coup le fait de pratiquer des rééquilibrages énergétiques et des prestations d'organisation d'intérieur, j'ai l'occasion de voir ça et le avant-après a vraiment une influence importante sur le fonctionnement de la personne, son énergie et comment elle vit son quotidien. Alors, évidemment, il y a des raisons de une maison encombrée. Le focus sur ces raisons, alors c'est pas de se dire de se donner un jugement, c'est d'arriver à identifier dans quel cas on est pour identifier les causes de l'encombrement et du coup de pouvoir y remédier plus facilement. Le fait de connaître l'origine nous permet de corriger plus facilement. Donc, dans un premier temps, on a des problèmes structurels, on a un nombre de rangements insuffisant, un nombre d'objets trop important. On peut avoir une organisation trop complexe. Parfois, à trop vouloir bien ranger, c'est tellement bien rangé que du coup, on ne retrouve plus, on ne sait plus où on a rangé telle ou telle chose. Et dans les problèmes structurels, on a le fonctionnement à portée de main. Donc, le fonctionnement à portée de main, c'est de laisser des objets à vue, à disposition pour se souvenir qu'on a quelque chose à faire. Et du coup, ça peut faire qu'on accumule beaucoup d'objets pour rien. On peut le remplacer facilement par une liste ou des rappels dans le téléphone, par exemple.
Autre type alors de problème qui nous amène à une problématique d'encombrement, c'est les problèmes conjoncturels, donc les changements familiaux, donc qui peuvent être divers, hein. Ça peut être le fait de passer de 1 à 2, l'arrivée d'un enfant dans la maison, une séparation. Toutes les situations de changement en fait. Les changements professionnels, le fait de changer de profession peut amener au fait qu'on n'aura plus trop de temps de s'occuper de chez soi et du coup, petit à petit, on laisse le désordre prendre les lieux et on se retrouve très rapidement surchargé. Après, l'espace peut être objectivement trop petit. Donc bon là, les actions sont réduites. L'action possible, elle va être de minimiser les possessions et également aussi de repenser, d'optimiser les rangements. Et ensuite, on a les problèmes de fonctionnement individuel. Donc là, c'est là où on agit directement sur sa façon d'être et ses habitudes. Des personnes ne parviennent pas à se séparer de souvenirs ou d'affaires qu'elles n'ont pas utilisées depuis des années. Il y a des personnes qui gardent des vêtements qui ont 10 ans, 20 ans. Et du coup, ça s'accompagne avec des outils pour arriver à se libérer de ce genre de problématiques. Et ensuite, un autre problème de fonctionnement, c'est se laisser trop influencer par la société de consommation et du coup, d'accumuler des objets dont on n'a peut-être pas forcément besoin. Donc, la démarche, elle peut permettre de se réapproprier ses valeurs et ses réels besoins. Alors, la clé de l'organisation d'intérieur, c'est on ne peut pas organiser le désordre. Le bazar ne peut être arrêté que s'il y a une étape de désencombrement. Organiser une maison, organiser des placards, un bureau, si on ne fait pas un peu de vide avant, c'est compliqué. Et même si ça se fait, ça ne pourra pas exister sur le long terme. Ça reste très vite en fait. Le désordre reprendra le dessus très rapidement. Alors du coup, je vous propose quelques outils pour bien démarrer un processus de désencombrement et quelques règles d'une organisation efficace. L'objectif, là, c'était de vous proposer tout ça pour que vous puissiez éventuellement repenser, réfléchir votre environnement pendant la période de confinement. Alors, la première approche moi, que j'ai, c'est de faire un petit focus sur son rapport à la consommation et aux possessions. Donc, je ne veux pas vous la passer là, mais je vous invite à l'écouter. Jean-Jacques Goldman a fait une chanson très intéressante, Les choses. C'était il y a une vingtaine d'années. Et bon, en gros, c'est les ménagères des années 60 qui débordent d'objets et les objets reprennent le pouvoir sur ces dites ménagères. Mais du coup, elle est assez rigolote et ça peut permettre de porter un regard un peu avec le côté ironique en fait sur notre façon de consommer. Et ensuite, je vous propose, alors là, c'est un outil que vous pouvez utiliser. Alors, bon, c'est principalement pour la maison, là. En fait, c'est de faire une liste et de déterminer combien est assez. Alors, c'est établir une liste de vos possessions par catégorie, alors, vêtements, linge de maison, vaisselle. Et en fait, vous faites une première colonne et dans la première colonne, vous indiquez combien est assez pour vous. Par exemple, combien de jupes d'hiver, j'ai besoin de combien de jupes d'hiver. Et ensuite, dans la colonne d'après, vous allez voir combien vous en possédez en réalité. Et du coup, le fait de faire cet exercice, ça permet d'identifier un peu nos besoins réels. Et tout du moins, même si on n'arrive pas à le faire tout de suite, ça permet d'initier des questionnements et un peu une nouvelle approche si on l'a pas déjà fait. Je pense que certains l'ont déjà fait, mais moi, je sais que je l'ai fait en débutant ma première démarche personnelle de désencombrement et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors, bien évidemment, le chiffre, il est différent pour chacun. Répondez sincèrement et sans jugement. C'est pas pour se dire ah mince, je suis vraiment une surconsommatrice.
c'est n'importe quoi. C'est non, je fais un constat et après, je vois qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Après, on a pu avoir des besoins d'avoir des garde-robes énormes à une période de notre vie. Et puis là, on est peut-être dans une période où on a moins besoin et on peut le voir différemment. Alors, là, je vais vous parler des règles de l'organisation et du rangement. Alors, l'objectif, en fait, des 5 règles que je vais vous exposer après, c'est ranger et retrouver tout objet ou toute information en moins de 50 secondes. Donc, ça peut paraître insurmontable, mais en fait, une fois bien organisé, c'est assez facile. Et ce concept peut s'appliquer autant en entreprise qu'à la maison et que dans un ordinateur. L'ordinateur, il est intéressant de le revisiter aussi dans une démarche de désencombrement et surtout pour le bureau. Alors, comment? Donc, on détaillera après. Les catégories principales, c'est le choix des contenants adaptés, créer des arborescences, que ce soit pour les dossiers papier ou l'ordinateur, repenser ces arborescences et repenser, je l'ai évoqué, repenser, réinventer son espace de vie, son espace de travail. C'est aussi le prendre comme un jeu. Donc, la règle numéro 1, c'est le moins de gestes possible. Donc, on évoque le fait que si on fait plus de 3 gestes pour prendre ou ranger un objet, en fait, l'objet, on va le poser là où il est, on va finir par pas le ranger. Et c'est comme ça que peut s'accumuler des tas d'objets sur un coin de table. La notion de moins de gestes possible, on va aussi sur la réduction du nombre d'arborescences. Alors pour les dossiers, pour les ordinateurs, à un moment donné, si on a trop d'étages dans nos classements, ça va être compliqué de retrouver rapidement les informations dont on a besoin. Alors, j'ai mis quelques exemples. Alors, pour le bureau, à proscrire donc les classeurs. Alors, je pense qu'on est beaucoup à les avoir utilisés ou à les utiliser. Mais en fait, le classeur, ça nécessite de faire pas mal de gestes entre ouvrir le classeur, perforer, mettre la feuille. Et du coup, ça peut amener, suivant son fonctionnement, c'est pas la règle pour tout le monde, mais à poser les feuilles de côté et à pas les ranger. Donc, ce qui est identifié comme le plus pratique, ce sont les chemises cartonnées simples et où on met nos documents et que l'on range dans des porte-revues. Ensuite, j'ai évoqué le garage. Donc, par exemple, c'est pour vous donner des exemples pour vous permettre d'amorcer des recherches sur comment vous pouvez aménager différemment vos espaces. Donc, si on parle du garage, par exemple, des outils empilés, on va avoir du mal à retrouver celui qu'on cherche. Alors que si on a des outils accrochés au mur ou classés dans des rangées, dans des grosses boîtes en plastique par catégorie, par exemple peinture, plomberie, jardinage, eh ben, on va pouvoir les retrouver plus rapidement. Et ensuite, je cite l'ordinateur. Donc, éviter les arborescences supérieures à 5. Sinon, là, ça devient vraiment complexe pour retrouver. Et pour ce qui est du plus pratique, je l'évoquerai plus précisément à la fin de la présentation. Donc, une autre règle, c'est la distance. Donc, en fait, il faut, pour organiser de manière pratique, il faut penser proximité et accessibilité. En fait, tout ce qui sert moins d'une fois par mois, tout ce qui ne sert pas beaucoup, ne doit pas être rangé en fait dans nos tiroirs. Par exemple, dans la cuisine, un objet dont on ne se sert pas souvent, il ne doit pas être dans la cuisine, dans le tiroir, dans le placard des casseroles. Par exemple, l'appareil à raclette, on s'en sert 2 fois dans l'année, on le met à la buanderie, au garage ou dans un autre placard. Et en fait, on laisse le plus d'espace libre pour le quotidien. Les emplacements que l'on choisit pour placer nos objets, ils doivent être le plus près possible de leur lieu d'utilisation. Si on utilise un objet, par exemple, près de la plaque de cuisson, on utilise tel objet, on le range près de la plaque de cuisson, on ne le range pas à l'autre bout de la cuisine. Voilà, l'accès doit être rapide sans bouger en fait, sans bouger, en bougeant le minimum. Sinon, on a perd du temps
indirect en fait, et sur le long terme, ça peut créer de l'agacement. Et sur la notion de distance, on a aussi la notion de remplacer les objets pense-bêtes. Donc, c'était les objets qu'on pose pour se rappeler que je dois faire ça ou aller là. Et bien, en fait, au lieu de poser ces objets, on les range et on fait des listes. Ensuite, la troisième règle, sont les étiquettes. Donc, surtout pas d'étiquettes avec les ordinateurs parce que c'est pas pratique et du coup, on les fera pas. L'utilisation d'une étiqueteuse est vraiment très pratique. Elle peut permettre, elles peuvent être utilisées sur différents supports. Ou si on a une belle écriture, au feutre aussi, hein, il y a des feutres pour tous les supports qui existent. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'identifier ce qu'il y a dans nos contenants, car après, même si c'est bien rangé, si on n'a pas indiqué ce que c'est, on va perdre du temps en fait à rechercher dans telle ou telle boîte, et du coup, on perd le bénéfice d'avoir rangé et organisé. Et parlons d'étiqueteuse, ce n'est pas du tout un gros achat. Il en existe à 30 € environ qui sont très bien chez les bureaux Vallée, pourquoi les citer, ou autres. Et ça facilite pas mal la vie. Et donc, si on parle du côté bureau, ordinateur, au niveau, alors ça c'est un petit truc que certains connaissent peut-être déjà, pour la classification des documents, de mettre une date pour avoir la dernière version d'un document. Donc, c'est bien de partir de l'année après le mois et le jour pour bien avoir la dernière version du document en haut de la pile, quoi. Sinon, on va rechercher dans une multitude de documents le dernier document. Alors, la quatrième règle, c'est bannir la catégorie divers. Quand on est large, on devient flou. Si on met si on a trop de fourre-tout, des boîtes fourre-tout, des tiroirs fourre-tout, on va perdre beaucoup de temps à chercher, à retrouver des objets. Du coup, au moment de ranger ces objets, il faut se poser la question à quelle occasion en aurais-je besoin. Et là, ça pourra déterminer au mieux là où vous pouvez le ranger. Choisissez des noms sur vos documents, sur vos dossiers, que ce soit vos dossiers pro ou perso. Donc, le condensé en fait, de ces 4 règles crée la règle 5, c'est une place logique pour chaque chose. Contenant à utilisation simple, des boîtes, ce qui est bien, il y a c'est du plastique, mais les boîtes plastiques transparentes, elles sont très pratiques parce qu'on voit ce qu'il y a dedans, par exemple. Après, pensez à adapter la taille des contenants aussi, avoir différents types de tailles, parce qu'un trop grand contenant pour peu de choses, c'est pas pratique non plus. Pensez donc du coup aux étiquetages parlants. Éviter les fourre-tout et surtout placer à proximité de l'utilisation de l'objet. Alors, je vais essayer de… Par contre, j'ai prévu beaucoup de choses. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je vois que le temps passe. Donc, une autre aide technique, on va dire, si vous vous lancez dans une étape de désencombrement, c'est de garder en tête différentes catégories, voire de prévoir des bacs pour classer dès la période de tri ce que vous voulez garder. Donc, ce que vous voulez garder, vous le rangez directement là où vous en servez. Après, vous pouvez avoir un contenant pour tout ce qui est à donner. Donc, à donner, c'est ce qu'on va donner à des associations, à la famille, etc. C'est réfléchir aussi à qui on peut donner. Il y a vraiment diverses solutions pour recycler. Moi, j'aime bien amener la notion de recyclage dans cette démarche. Et du coup, on a la partie aussi à jeter, parce que parfois, le recyclage n'est pas possible. Mais par contre, voilà, dans le à jeter, pensez aussi à mettre dans les bons containers et à bien recycler. Pour moi, ça va de pair avec ce type de démarche. Prévoir un contenant à vendre, si vous souhaitez le faire, que ce soit en brocante ou sur le bon coin. Mais prévoir des contenants pour mettre tout ce qui est à vendre dedans et ne pas le laisser de part et d'autre, parce que sinon… ça restera sûrement à un moment donné tel quel et vous n'aurez pas envie de le faire et puis ça va continuer à polluer votre espace.
Et ensuite, les contenants à stocker pour tout ce qui n'est pas utile au quotidien. Ensuite, il y a un dernier outil qui est intéressant. Alors, on appelle ça l'arbre de décision. C'est se poser la question, en fait, quand on veut faire du tri sur des objets, des vêtements. Est-ce que je m'en suis servi durant ces 12 derniers mois? Si oui, est-il esthétique ou indispensable? Est-ce qu'il me donne de l'énergie ou est-ce qu'il me procure plutôt de la tristesse, une émotion négative? Alors, si c'est oui, s'il est esthétique, s'il me donne de l'énergie, s'il est indispensable, je le garde. Par contre, si j'ai une sensation de tristesse, d'une émotion négative, s'il n'est pas indispensable, est-ce que je peux le remplacer par un autre plus esthétique ou par un autre qui me donnera plus d'énergie? Est-ce que du coup, j'ai d'autres objets qui peuvent le remplacer? Et du coup, on revient aussi sur le combien est assez là-dessus, faire le lien par rapport à ça. Et oui, eh ben, je le jette. Enfin, je le jette, je le donne. Et non, je le garde. Après, ces étapes, elles peuvent être faites aussi en plusieurs fois. Ce n'est pas toujours évident quand on se lance dans une démarche de désencombrement d'arriver de suite à laisser de côté certains objets. Donc, la deuxième partie, là, sur un objet, est-ce que l'objet, je l'ai utilisé dans les 12 derniers mois? Non. Alors là, c'est là que ça devient un peu plus compliqué, parce que si on ne s'en est pas servi durant les 12 derniers mois, est-ce qu'on en aura vraiment besoin prochainement et à long terme aussi? Alors, pareil, c'est le même type de question. Est-ce qu'il est esthétique, indispensable? Est-ce qu'il me donne de l'énergie? Est-ce qu'il me fournit des sensations négatives? Oui, je le garde. Non, je le jette. Donc là, vraiment, par contre, ça va être les objets les plus compliqués à trier, parce qu'en général, c'est des objets qui vont justement avoir une incidence sur peut-être nos émotions, nos souvenirs. Donc, si on n'y arrive pas, peut-être aussi de se prévoir un autre contenant où on met l'objet, je ne sais pas trop, j'hésite encore, j'ai du mal. Se prévoir un contenant où on note la date où on l'a mis de côté et on se prévoit dans 3 mois de revisiter la boîte pour voir qu'est-ce que je décide à ce moment-là. 3 mois, 6 mois, 1 an. Et puis, au bout d'un moment, on a un processus qui se met en place et on a plus de facilité à ne pas garder des objets complètement inutiles. Après, on peut avoir aussi réellement envie de garder des objets qui sont des souvenirs et qui font partie de notre vie et qu'il est important de garder. Alors là, je fais un focus sur l'organisation des bureaux pro et perso. Alors, les clés pour un bureau harmonieux. Donc, c'est la luminosité. Bon, on en parlait tout à l'heure avec les balcons de l'appartement. La luminosité, c'est très important. Alors, si la lumière naturelle n'est pas possible, réfléchissez vraiment aux lumières artificielles. L'optimisation des rangements, là, on en a parlé beaucoup sur l'organisation d'un bureau, c'est primordial. Une surface de travail le plus épurée possible. Donc, bien évidemment, il y a des moments où on pose des dossiers, etc. On n'a pas une table toujours vide, mais c'est de revenir à une surface assez libre à un moment donné pour laisser l'espace aussi à notre esprit, à la libération de notre esprit. Parce que vraiment, une surcharge de dossiers sur un bureau, ça va vraiment polluer votre esprit au quotidien. Pensez alors à une touche personnelle, alors que ce soit dans votre bureau en entreprise ou vraiment à la maison, là, en télétravail. Surtout là où aujourd'hui en télétravail, on va peut-être se trouver un petit coin de bureau sur un coin de table. Amenez-y une touche personnelle pour que ce soit un lieu où vous avez envie d'être, où vous vous sentez bien. Alors, bien évidemment, un bon siège, c'est primordial. Donc, à la maison, c'est un peu plus compliqué. Donc, essayez de choisir, dans la mesure du possible, un siège où vous êtes vraiment bien installé et qui soutient le mieux possible votre dos. Et si vous partagez un espace de travail avec votre conjoint, là, si, en période de confinement ou au bureau avec quelqu'un d'autre, pensez à faire une séparation symbolique. Je vais vous montrer par des photos comment ça peut se faire, mais c'est bien de s'approprier chacun son espace. Donc, je vous ai mis des photos d'appartements avec petit balcon
pour vous donner quelques idées sur comment aménager assez simplement des espaces, en mettant des plantes, ça c'est vraiment ce qui peut porter l'énergie d'un bureau aussi. La couleur, bon là c'est pas flagrant la couleur, mais on le retrouve par les plantes quand même et par les fleurs. Alors là je vous ai mis aussi quelques photos de différents espaces. Donc par rapport à mince, je perds mes mots. La barrière symbolique, par exemple, là, sur la photo à droite, vous voyez, il y a une étagère qui coupe les deux espaces. Tac. Ensuite, alors, je vous donne quelques axes de réflexion pour organiser ou réorganiser votre bureau à la maison en période de confinement ou vos bureaux quand vous retournerez en entreprise. Alors, il y a une méthodologie, donc il y a deux lignes directrices. La première, c'est de faire vraiment un diagnostic, un audit de comment vous fonctionnez. Alors, si c'est vous pour votre bureau ou dans un bureau commun, comment ça fonctionne, comment les différentes personnes qui sont impliquées fonctionnent, qui sont les décideurs sur les changements d'organisation, pour voir comment leur soumettre des nouvelles idées et leur avancer avec eux sur la démarche. Un diagnostic pour déterminer les problématiques. Est-ce que vous manquez de rangement? Est-ce qu'il y a trop d'objets? Est-ce qu'il y a trop de dossiers non archivés? Déterminer l'origine, ça vous permettra de trouver des solutions. Il faut vraiment passer par cette étape d'analyse de problématiques. Donc, vous pouvez aussi, du coup, sur la partie, donc peut-être plus retour en entreprise, mais ça peut s'appliquer aussi sur du télétravail, parce que ça peut s'appliquer sur le fonctionnement dans l'ordinateur, par exemple, les processus incohérents et identifier les rangements et les modes de travail inefficaces. Après, la deuxième partie, c'est un plan d'action. Une fois qu'on a établi son audit, son diagnostic, l'objectif, c'est de prioriser vos tâches, désencombrer, trier, archiver pour le bureau. C'est important d'archiver quand même régulièrement pour libérer de l'espace. Je pense que tout le monde a tendance à laisser un peu de côté parce que c'est pas ce qui n'est pas le plus agréable, mais ça a vraiment son importance pour maintenir un environnement harmonieux. Ensuite, vous pouvez repenser à l'agencement du bureau. Alors après, ça peut être sa position, des étagères supplémentaires, ça peut être des choses très simples comme un peu plus complexes. Et réfléchir aussi, alors ce qui est très important, c'est d'arriver à réfléchir à peut-être des nouveaux processus quand on voit qu'on perd beaucoup de temps, il y a peut-être une notion de processus à réinventer. Et mettre en place des nouveaux modes de rangement. Par exemple, vous avez des classeurs, essayez peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, les pochettes ou d'autres moyens de rangement. Après, il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal d'idées. Après, vous trouvez aussi pas mal d'idées sur Internet sur ces sujets. Alors là, j'ai fait un petit focus sur, je parlais des processus, sur les processus clés. Alors là, c'est plus pour la partie entreprise. Donc, c'est important d'identifier les processus nécessaires et utiles au bon fonctionnement de l'entreprise et surtout pour qu'elle respecte ses délais. Donc, là, j'en ai repris quelques-uns principaux pour vous donner des idées. Bon, je pense qu'il y en a qui n'en ont pas forcément besoin, mais ça peut amener des clés. Donc, gestion de la base de clients prospects, dossier client, patient, si on est sur des professions libérales, la partie RH, la partie facturation client, recouvrement, l'archivage. L'archivage, c'est vraiment un processus et je pense qu'on l'oublie bien assez souvent. Le traitement du courrier entrant et la gestion des factures fournisseurs. Alors, pour la partie traitement du courrier entrant, sur la partie personnelle et ou télétravail là, en ce moment, il y a un outil moi, que je trouve qui est très intéressant et j'aurais jamais pensé m'en servir parce que c'est un vieil outil, c'est le trieur. Alors, je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir.
Je pense que vous avez tous vu ça dans les entreprises il y a de longues années. Et en fait, que ce soit pour le perso ou le pro, ça permet de classer. Alors moi, j'ai fait des catégories à régler, donc c'est tout ce qui est facture, à traiter perso, donc c'est tout pourquoi je dois faire une réponse. Et après, il y a à classer perso, à classer pro et à traiter pro, bien sûr, pour moi. Là. Et en fait, ça permet d'avoir un condensé de tout ce qu'on a à faire sans que ça soit étalé partout sur le bureau. Bon, bien sûr, il faut le visiter régulièrement et pas le laisser de côté. Mais c'est vraiment un outil très intéressant et j'aurais pas cru le dire un jour. Ensuite, je vous ai mis quelques exemples. Alors là, plus pour la partie personnelle, si vous voulez profiter de ce temps de confinement pour reclasser et faire du tri dans vos papiers personnels, c'est important parce que pareil, on ne s'en rend pas forcément compte, mais le fait de faire du tri dans ces papiers, ça libère aussi la charge mentale parce que même s'ils ne sont pas visibles, même s'ils sont bien cachés dans des placards, on sait qu'ils sont là et on sait que c'est le bazar. Et vraiment, le fait de le faire, ça libère vraiment de l'espace pour autre chose, pour sa créativité, par exemple. Donc là, je vous ai mis une petite liste. S'il y en a certains qui sont intéressés, je peux leur envoyer par mail. Vous me le direz et je vous l'enverrai. Donc, le fonctionnement général, c'est de fonctionner par grande famille, en fait. Par exemple, acte notarié et juridique. Et là, on va mettre tout ce qui a trait à cette catégorie, contrat de Pacs, jugement de séparation, contrat d'achat immobilier. Après, on peut avoir une catégorie assurance où on met toutes les assurances, que ce soit habitation, véhicule, etc. Parce qu'on a tendance, en fait, à tout. On peut avoir tendance à tout distinguer, faire une partie assurance voiture, assurance immobilier. Mais en fait, le fait de faire des grandes catégories, ça limite le nombre de catégories. Ça limite la dispersion, en fait. Voilà, après, il y a banque, facture. Bon, là, je passe rapidement pour ne pas finir trop tard. Ah mince, j'étais trop vite. Voilà, je vous ai remis quelques photos de pièces bien organisées pour vous imprégner un peu de ce que ça peut engendrer comme sensation et vous apporter. Voilà, c'est le bureau presque parfait. Pour conclure, dans une étape de désencombrement, de réorganisation, si vous vous lancez là-dedans, dans un premier temps, privilégiez les zones neutres et les petits contenants. Les zones neutres, c'est des petits tiroirs, tiroirs à clé, le placard de la salle de bain, la pharmacie. C'est toutes les zones où en fait il n'y a pas de charge émotionnelle. Parce que dès qu'il y a la charge émotionnelle, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour initier la démarche, pour créer le mouvement, commencez vraiment par ce type de zone. Sinon, ça risque d'être compliqué et vous risquez de très vite abandonner. Et les petits contenants, c'est pareil, c'est pour accéder au côté ludique dès le départ et faut pas se lancer dans une démarche tout de suite à ranger des placards entiers, des pièces entières, parce que ça va devenir vite trop absorbant et trop contraignant et du coup, on laisse tomber. Et quand on le fait, ce genre de démarche, il faut être en forme, il faut être de bonne humeur. Si on n'est pas bien, ce n'est pas la peine. Même si on a décidé aujourd'hui de le faire, si c'est un jour où on se lève, on n'est pas de bonne humeur, on ne se sent pas bien, et ben on laisse tomber. Parce que ça vient quand même toucher l'aspect quand même émotionnel, malgré tout, quel que soit ce que l'on trie. Et du coup, ce n'est pas agréable si on le fait dans des mauvaises conditions. Alors, j'ai repensé au recyclage. Pour moi, c'est très important parce que le fait de se séparer d'objets, c'est important de voir à qui peuvent servir et de laisser vivre l'objet pour quelqu'un d'autre qui sera utile. Et les mots d'ordre dans l'organisation, c'est la simplicité. Pensez à des rangements simples, des fonctionnements simples. Plus c'est simple, plus vous maintiendrez l'organisation et plus vous trouverez de l'efficacité et plus vous gagnerez du temps pour pouvoir faire d'autres choses, passer du bon temps en famille, avec les amis, avoir plus de temps pour vous. Donc là, c'est la notion de plaisir que j'évoque. Et bien évidemment, faites-le avec bienveillance envers vous-même. Ne vous jugez pas, ne vous culpabilisez pas d'avoir
trop d'objets, d'avoir laissé la situation se dégrader, etc. C'est vraiment faites-le pour vous, pour prendre soin de vous. Là, cette période de confinement, elle nous invite à cela pour nous-mêmes. Et du coup, profitons-en aussi pour le faire pour notre intérieur, notre lieu de vie. Parce que notre intérieur, notre lieu de vie est en grande résonance avec notre propre intérieur. Et le fait vraiment d'en prendre soin, de s'en occuper, ça aura une vibration, comment on dit, pas une interférence, mais une interaction avec votre propre intérieur. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis désolée, j'ai dépassé, j'arrête.